L'art du guerrier. Première saison, 9e épisode. On s'approche de la 10e. Oups, je viens de remarquer que mon décor est encore WrestleMania-esque, je l'avoue. Mon coming out de lutte est fait depuis longtemps. Nous retrouvons Barbu de Ville en direct de sa cellule. Comment ça va, mon cher Barbu? Ça va très bien dans mon aile. Le screw vient de passer, tout va bien. Bon, ben, on salue le personnel des centres... T'es calme. On salue le personnel, bien sûr, des centres de détention fédéraux et provinciaux. Et parlant de détention, allons maintenant rejoindre, parce que je pense à votre conversation d'avant le show, allons rejoindre maintenant notre Steve Sauvé national. Comment cela va-t-il bien? Hey, ça va encore super bien, Martin. Salut, Barbu. Hey, je suis content de te voir, Barbu, parce que il me semble que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, moi aussi, je me suis inquiété. C'est ça. Et on s'attache à ces petites bêtes poilues-là, hein? C'est comme des gremlins, tu sais, la minuit. Ouais. Là, ça, ouais. Hey, les boys. Non, c'est parce c'est une grosse soirée, en fait, hein, les mercredis de combat. Et là, ben, les gens savent évidemment que moi et Steve collaborons sur le corps et rond avec notre chum JC. Fait qu'on est un peu sur le hangover de WrestleMania, mais il y a quand même des news et c'est avec ça qu'on va commencer, chers amis. Tout de suite après ceci. Fait que là, Barbu, quand on préparait le show, tu disais que tu avais 2-3 affaires, parce que comme la semaine dernière, on en a discuté cette semaine, tu vas nous parler pas mal de Bellator, et c'est super cool, parce que à date, on va être honnête, on n'a peut-être pas donné la place qu'on aurait dû à cette organisation-là. Mais qu'est-ce que tu as comme gossip cette semaine, mon cher Barbu? Ben là, j'en ai un bon, Martin, puis Steve. Un qui va se matérialiser, c'est certain, mais c'est une grosse rumeur, c'est presque fait. Il reste juste des signatures au niveau des montants, mais ça s'en vient. On sait que Francis Ngannou est blessé au haut du corps, comme dirait le représentant du Canadien de Montréal. Ouais. Et il va être blessé trop longtemps. Donc, ça prend un champion intérim. Okay. Dana White n'aime pas ça quand son champion est blessé trop longtemps. Là, on parle d'un bon 8 mois, entre 1 an et 8 mois. Donc, il va y avoir un champion intérim, puis la rumeur veut que le championnat intérim soit joué entre bon gamin Cyril Gane, le Français, de Paris, contre la fierté de l'Angleterre, Tom Aspinall. Moi, ça m'excite beaucoup ce combat-là, parce que c'est les deux poids lourds les plus rapides dans l'histoire. C'est clair, net et précis. C'est presque des poids moyens. Vas-y, donne mon Steve. Moi, là, je veux juste que tu m'expliques une affaire, Barbu, là. Puis Ouais. là, c'est vrai, c'est parce que je le sais pas, je te le demande, là. Mm-hmm. Tu sais, au UFC, là, on a l'habitude qu'ils nous livrent des bons combats, des bons affrontements. Mais comment ça se fait quand un champion est blessé, tu prends pas ton aspirant numéro 1 puis ton numéro 2, puis que c'est pas eux autres qui ont la chance de devenir champion intérimaire? Ben, souvent, ma réponse va être bien plate, puis je suis d'accord avec ça, je ferais la même chose, mais au UFC, ce qui va compter, c'est le dollar loisir, l'entertainment. Mm. Puis là, pour l'entertainment, c'est Gane contre Aspinall, c'est sûr et certain. Mais ça, Tout le monde parle... Excuse, continue, je pensais que tu avais fini, excuse-moi. Non, vas-y. Ben, en fait, est-ce que ça faisait pas partie d'ailleurs des combats intéressants, éventuels dont tu nous as parlé dans la dernière semaine? J'ai un flash là-dessus, là. Absolument. Ouais, je c'est ça, disais que ça aurait été une possibilité que ce combat-là soit organisé. Pour le hype de Tom Aspinall présentement, il est sur une montée. C'est un up-and-comer, c'est un jeune. Le UFC aime beaucoup ça. Dana White aime beaucoup ça. Puis surtout, c'est un gars de l'Angleterre. Ouais. C'est un gros marché pour le UFC. Ouais, ben c'est ça. Le deuxième plus gros marché. C'est exact. Puis, tu sais, tu t'en faisais état la semaine dernière. Je reprends tes paroles. Tu disais aussi qu'il arrive certaines fois que c'est pas une crowd aussi mature en niveau de connaissance que les États-Unis. Fait que, tu sais, ça veut dire que c'est un terreau fertile, là, justement, pour faire découvrir, créer du hype autour de ça. Puis là, si t'as un contender qui vient de là, ben, tu viens de régler une grande partie de ton problème.
fait un champion poids lourd. Puis là, on parlait du Great White Hope. Ouais. C'est un peu ce qui est Tom Aspinall aussi. Puis tu donnes la chance à Gagné de se reprendre versus son combat avec Ngannou. Puis Gagné, c'est un bon up-and-comer aussi. Ça risque de faire un bon combat. Moi, en tout cas, il m'excite bien gros. Ouais, t'as l'air excité, ouais. Mais un Curtis Blade à la place de Gane, ça aurait été bon aussi, non? Ah, ben, j'aurais pas dit non. On m'a dit comme le gars, défaut de manger du pain, on va manger de la galette. Mais non, j'aurais pas dit non. Tu demandes pas un cheval s'il veut de la ouenne? Hey, that's it. Hey, Steve, t'avais quelque chose qui avait l'air de bien important aussi. On va canner ça tout de suite là, avant qu'on rentre en onde. Parle-nous de ça. Oui, les boys, il y a 2 semaines, on a parlé beaucoup là, de sport chez nos étudiants et des choses comme ça. Moi, j'ai reçu un appel dimanche de Pascal Hans. Son fils Noam a quitté le Québec puis se battait pour le championnat de France. Noam Hans, 16 ans, a été couronné champion de boxe amateur en France dimanche. Le jeune est arrivé là, le couteau entre les dents. Premier combat qu'il a fait, il a knocké son adversaire en boxe amateur. Deuxième combat, l'adversaire a déclaré forfait. Puis ça l'a propulsé en finale. En finale, il a boxé contre la vedette locale de Marseille. Puis c'était à Marseille en plus le championnat. Ils ont annoncé une décision partagée. Puis là, le jeune m'a dit dans notre conversation qu'on a eue dimanche, il dit, j'ai jamais été aussi nerveux que ça parce qu'il savait que j'avais gagné un round, qu'il y en avait un de serré puis qu'il y en a un que j'avais perdu. Mais il annonce une décision partagée. Il dit, tout s'enlignait pour que ça soit donné au gars local, mais il dit non, j'ai gagné. Puis Noam a fait quelque chose que j'ai trouvé incroyable. C'est un petit gars qui a une nationalité française. C'est pour ça qu'il a pu participer au jeu. Mais il est allé sur le podium avec un drapeau du Québec en disant que le Québec, c'est chez eux. Wow! Mais là, on fera pas de meeting de production, mais j'imagine qu'à son retour, dépendamment de ce que sera la suite des choses, on va pouvoir espérer le recevoir. Ce serait vraiment intéressant, là. Ben oui, certainement. Puis je suis persuadé que Noam, il serait vraiment content de venir jaser avec nous autres de son expérience. Ben oui, absolument. Là. Écoute, c'est pas rien, là. Tu nous as parlé sur l'épisode 6, je pense. Ben, en fait, je pense que c'est l'épisode que je ne pouvais pas être des vôtres. Mais, exact. Ouais, c'est ça. Mais vraiment intéressant, puis une expérience, écoute, inoubliable, là, surtout à un âge comme ça, Barbu. Là, je vais casser la une. Là. Bon. Restez assis, là. Très important. On va parler de l'éléphant dans la pièce. OK. On parle de toi? Non, moi, je suis pas un éléphant, je suis un lutin. Le fameux combat entre l'Iranian Hulk et Martin Ford a été annulé, les gars. Je suis à terre. Là, tu viens d'apprendre ça, là? Ouais. Ça vient d'être annulé. Là, dans l'essence des freak shows là, qu'on a pu un peu voir partout, Martin Ford, qui est un / bodybuilder, / YouTuber, / influenceur, était supposé de se battre contre l'Iranian Hulk. L'Irianin, non, pas l'Irianin. Ça y est, ça a pris mesdames et messieurs, ça a pris exactement 9 minutes. L'Iranien Hulk. L'Iranien. Le pire, là, Barbu, là, fais comme moi, OK? Je vais te donner un truc pendant que vous êtes cassés puis que vous riez, là. Je vais te donner mon truc. Moi, j'essaie de me pratiquer le jour. Puis j'écris même pas les noms comme faux. J'essaie de les écrire comme que je pense qu'ils se prononcent. Je vais te dire un secret, je l'ai pratiqué toute l'après-midi. L'Irnanien. OK, Martin, reprends-toi. Les boys, est-ce que ça... Parce que là, on t'avait... je t'avais fait une petite demande spéciale. Est-ce qu'on a encore des potineries pour cette semaine, messieurs? Oui, j'en ai un dernier en parlant du Bellator. Oui, bien sûr. 15 avril, gros gala. Mickey affronte le Pitbull Freira. Les 2 meilleurs 145 livres chez le Bellator. 2 gars qui sont dans les meilleurs au monde aussi chez les 145 livres partout sur la planète. S'affrontent pour un deuxième combat. Premier combat, mais qui a gagné. 18 victoires, aucune défaite. C'est le All-American Boy. C'est le GOAT du Bellator.
monté par le Bellator. Il est arrivé au Bellator, il y a une fiche de 0-0. Lui, là, c'est le joyau ultime du Bellator. Donc, il raffronte le Pitbull le 15 avril. Nice. Steve, t'avais-tu d'autres? Je sais que tu as une chronique de boxe pour nous autres, puis il y a de la grogne un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses si on allait du côté de la chronique de notre barbu? Puis, cette semaine, on va closer ça avec de la boxe. Ben, écoute, moi, je pense que c'est une maudite bonne idée parce qu'en plus, barbu, moi, j'ai hâte que tu m'éduques un peu sur le Bellator. Bon, ben parfait, on fait ça. On fait ça tout de suite après ceci. Bellator avec You Are So Beautiful. Non. Joe Cocker. Non, pas tout à fait. Scott Coker, mais parle-nous de ça. Qu'est-ce qui se passe de bon? Qu'est-ce qui est notoire dernièrement? Raconte-nous ça un peu. Là, parce que c'est trop souvent, puis là, je parle pour moi vraiment, là, spécifiquement. Là, je le sais. Il y a beaucoup de. À part Brock Lesnar, il y a beaucoup de lutteurs. Je m'intéresse évidemment à la lutte, tout le monde le sait, vous autres aussi. Mais il y a quand même eu plus. Corrige-moi si je me trompe, mais des lutteurs professionnels, il y en a eu plus qui sont passés par Bellator que par Bellator et certains autres endroits. Là, on pense à Pride, entre autres, dans le thème, tout ça, mais qui sont passés par là plutôt que le UFC. C'est ce que j'en connais. Fait que tu vois d'où je viens, là, je suis pas super ferré en Bellator. Non, t'as pas tort. Moi, là, présentement, là, en vous parlant du Bellator, je me sens comme René Lévesque des années 60 qui vulgarisait à la télévision la politique. Il manque juste un tableau noir en arrière, puis ça serait parfait. Ouais, comment ça visait juste une affaire de même? Une affaire de même, mais c'est avant nous autres, ça. Ouais. Que, non, Steve, non, peut-être. Non, pas Steve, non. Non, pas Steve, OK. Je pars avec le Bellator. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de 125 livres au Bellator. OK. Ça n'existe pas. Fait que déjà là, on voit que c'est une certaine faiblesse. Eux, ils passent ça dans les 135 livres avec le Bantamweight. Le champion du monde, c'est un ancien gars du UFC, Sergio Pettis, 22 victoires, 5 défaites. Mais je regarde le line-up des gars qui sont dans les 10 premiers. Il n'y a personne dans le bantamweight qui est dans les 15 meilleurs au monde si on regarde partout sur la planète. Là. OK. Fait que c'est une division qui laisse à désirer un petit peu. Là. Oui. Là, après ça, on s'en va dans le featherweight, 145 livres, bien intéressant. OK? Le champion, je viens d'en parler, AJ Mickey, 18-0. Selon les rankings officiels, il ne faut pas aller sur le ranking du UFC parce qu'évidemment, ils ne parleront pas de ces gars-là. Ben non, c'est sûr. Puis il y a certains sites que c'est nébuleux, les rankings. Je les nommerai pas, là, mais c'est nébuleux. Bon, moi, je vois avec celui du USA Today qui m'apparaît le plus juste et de bonne foi. OK? AJ Mickey, moi, là, dans mon top 10, il est au numéro 2 dans les 145 livres. Et le champion, c'est Alexander Volkanovski du UFC, évidemment. Mais AJ Mickey, il est pas loin de ça, là. Puis, si un jour Mickey s'en vient au UFC, c'est sûr qu'il va se battre pour la ceinture. Puis, c'est un grand champion, là. Fait que ça démontre, là, la force du Bellator. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, Patricio Pitbull Ferreira, a battu Michael Chandler, qui est au UFC, puis qui fait sensation. Qui fait des super beaux combats. Il l'a battu 2 fois. Il est le champion depuis longtemps. Mais la seule façon qu'il s'est fait enlever le titre, c'est par le jeune Mickey, qui est, comme je vous le disais, un up-and-comer. Mais après Mickey puis Pitbull, là, je regarde les gars, là. Borchik, Burnell, Pico, Carvalho, c'est un bon journeyman. C'est ça la faiblesse du... ils vont avoir de très bons gars, les 3 premiers, puis après ça, là, ça descend rapidement. Là. Les gars que je vous ai nommés, là, c'est bon pour faire du LFA, là, ou du Cage Warrior, ou des affaires de même. Là. Okay. De la sous-carte, là. Après ça, on s'en va dans les lightweight. Bon. Dans les lightweight, encore là, il y a des anciens que vous allez reconnaître les noms qui étaient au UFC. Un gars comme Benson Anderson, qui est 3e au monde. Ben, 3e dans cette catégorie-là chez Bellator, je peux pas dire au monde. Le champion, c'est Patricky Pitbull, le frère de l'autre, qui est pas mauvais, mais il y a personne là encore dans les lightweight qui sont dans les meilleurs au monde. Il y a personne.
Mais Nurmagomedov, il est rendu là, lui. Oui, il est là, il est 4e. Mais il est pas dans les 10 meilleurs au monde. Mais il était au UFC avant, ce gars-là. Oui, t'as raison, absolument. Oui, absolument. Mais il n'est pas dans les 10 meilleurs au monde. Malgré sa fiche. Mais il faut regarder aussi. Il y a 14-0. Mais il faut regarder qui a battu. Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Non, parce que lui, ce qui était particulier, c'est qu'il est parti du UFC puis il n'avait pas perdu. Non, exact. Mais pas encore vendu, moi, là. Ça me fait penser à... Comment il s'appelait, donc, le Mexicain? César... Gros poisson dans un petit lac ou petit poisson dans un gros lac, finalement. Voilà. C'est en plein ça. Par exemple, la catégorie des welterweight, d'après moi, c'est la meilleure catégorie au Bellator et de loin. T'as le champion, Yaroslav Mamozov, 26-0. Puis il a pas battu des pieds de céleri. Puis lui, ce qui est intéressant, intéressant. Non, je peux pas dire intéressant. C'est un Ukrainien. Fait que présentement, il peut pas défendre son titre, lui. Non, puis il est-tu parce qu'on avait fait le line-up un peu de quelques combattants de diverses disciplines là, qui avaient décidé d'aller évidemment prêter main forte à leur terre natale. Il est-tu là-dedans, lui? Il est là-dedans. Puis justement, si vous voulez aller voir son Instagram, aujourd'hui, il a envoyé des photos avec sa ceinture puis avec son groupe élite de combattants, là. OK. Ouais, c'est sûr, par exemple, genre, un petit aparté là, sur les athlètes ukrainiens, toutes disciplines confondues, tous sports confondus. C'est sûr aussi qu'au-delà du fait que, tu sais, c'est pas tous des Navy SEAL puis qu'ils n'ont pas tous eu le même, tu sais, ils ont sûrement eu leur service militaire requis, là. Mais. 2 ans. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que pour le moral des troupes aussi, là, ça aide en salle, là. Tu sais, là, t'es dans une tranchée, pis t'as un Klitschko à côté de toi. Tu sais, tu vas en donner un peu plus, je pense, là, tu sais. Ouais, tu vas donner le deuxième effort. Ouais, l'extra mile, tu sais. Fait que, oui, c'est clair que, tu sais, il y a le moral des troupes aussi là-dedans, là. C'est pas toujours liquide, le courage, là, tu sais. Ça peut toi aussi, parce qu'il y a des gens autour de toi qui te motivent, qui t'inspirent, voilà. Exact. Puis tu vois, Mazov, ça, c'est un gars des welterweight dans 170, où est-ce qu'au UFC, c'est Ousmane le champion. Je serais pas gêné. Ça serait pas gênant de voir Amazov dans un championnat du monde là, au UFC, mais pas du tout, là. Il est dans les 5 meilleurs au monde. Après ça, c'est un gars bien spécial qui est là. 20 victoires, 1 défaite. On l'aime ou on l'aime pas. Michael Page, son surnom, c'est Venom. Lui, s'il vient au UFC un jour, ça va coûter cher. C'est le talk of the town. Ce gars-là, ça a le potentiel d'un Conor McGregor, d'un Nick Diaz. Dans l'entertainment, il l'a tellement. Il est tellement polarisant. On le déteste ou on l'aime. Ouais. Il n'y a pas de zone grise avec ce gars-là. Sa façon de se battre est très, très particulière. C'est un mélange de John Jones puis de Roy Jones, sa façon de se battre. Tu vois, on a notre expert maison, Wawa Tatawa, qui dit que Page, lui, il considère que Page est overrated. Mais là, c'est correct d'avoir une opinion, mais tu sais, s'il vient pas au UFC, on le saura pas. Là. Non, on le saura pas. Puis, je peux pas être en désaccord avec lui, là, mais c'est ça. Les gens vont te dire que hey, c'est toute une vedette, puis c'est quelqu'un, puis il y en a beaucoup. Qui vont dire que oui, il est overrated, mais il y a juste une défaite, puis c'est contre Douglas Lima à date. Et justement, le 3e sur la liste des welterweight, c'est une bonne liste, là. Douglas Lima, 32-10. Oui, beaucoup de défaites, mais il a affronté tout le monde. Il a jamais reculé. Il a toujours été là. Moi, je peux pas être contre ça. Il a jamais dit non. J'adore Douglas Lima. Après ça, tu as le bon vieux Paul Daly qui continue à se battre, qui est là avec ses 43-18-2. Tu as Koroshev avec ses 25-4. Fait que c'est une très belle division. Puis les gars, je vous ai nommés, sont capables d'être dans le top 15 au UFC. Là, puis on pourrait en enlever une coupe. Puis c'est quand même une grosse division au UFC. Là. Après ça, on s'en va chez les welterweight. Ben, le champion, c'est Gegard Mousasi qui s'est battu partout. Je peux pas te dire que c'est plus au UFC, c'est pas vrai. Il s'est battu au Pride, il s'est battu à Alexis,
Il s'est battu aussi dans l'ancienne place de casino que je me souviens plus. Bulldog Fight aussi. Ah, lui, il a 58 combats, là, Moussassi. Ben, c'est ça. 49-7 puis 2 nuls. Dans mon livre à moi, il est encore dans les meilleurs. Il serait pas gênant de le mettre contre le champion du monde au UFC. Pas de problème là-dessus. Et son aspirant numéro 1 est très, très intéressant. Un autre bon jeune, un bon prospect du Bellator, un autre diamant, pareil comme AJ Mickey, c'est Johnny Hablin. 11 victoires, aucune défaite. Toujours spectaculaire. Un gars avec une énergie incroyable. Lui-ci, pas gênant. Peut-être que présentement, je le mettrais pas dans mon top 10 au UFC, mais il serait pas loin, là. Clairement, là. C'est un bijou, ça. Après ça, dans les light heavyweight, intéressant, bien des anciens du UFC, mais il y a beaucoup de potentiel. Le champion, Vadim Nemkov, 15-2. Là, pour Nemkov, je ne sais pas si... j'ai cherché, j'ai pas trouvé, je ne sais pas s'il est en train de se battre comme soldat. J'ai aucune idée. C'est difficile à savoir, mais c'est un bon champion light heavyweight. Et puis, moi, il fait mon top 10. Ah ouais, toi? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, moi. Corey Anderson, qui vient du UFC. Phil Davis. Ce bon vieux Phil Davis qui se battait avec des betting suits roses. Ouais. Et là, Ryan Bader, le Darth Bader est là, qui se bat aussi chez les poids lourds. Puis je parlerai pas des poids lourds parce que c'est comme au UFC, ouais, ça ressemble au UFC. Les poids lourds, ça donne ce que ça donne quand ton deuxième au monde chez Cheek Congo. Puis ton troisième dans la catégorie des heavyweight, c'est Fedor Emelianenko. Fedor qui a connu ses meilleures années il y a à peu près 20 ans, ou 15 ans environ. T'sais. Là, j'ai des questions, moi. Ouais. 2 questions, en fait. Mm-hmm. La première question, c'est qu'est-ce qui fait, tu sais, parce que là, on va se le dire, là, tu sais, t'as beaucoup de légendes du passé, t'as quelques joyaux dans le rough, là, tu sais, des diamonds in the rough un peu. Il y en a qu'on se pose des questions, tu sais, bon, c'est-tu legit ou pas legit? Parce que là, du côté de Bellator, il n'y a pas autant de compétition qu'il y en aurait du côté du UFC. Est-ce que Bellator, c'est la place où le monde va quand ils sont... Au-delà de pas attirer l'œil de Dana White, c'est comme... C'est un stepping stone, Bellator, pour se rendre au UFC, ou c'est plus la place où tu t'en vas quand tu passes pas à travers du UFC? Selon toi, là. Ouais, c'est une bonne question, Martin. Souvent, ce que je vais remarquer, tu sais, un Ryan Bader a fait le tour au UFC. Il s'est régénéré. Il s'est trouvé une nouvelle carrière au Bellator. Puis Bader, il reviendrait au UFC, là, ça serait plus le même gars. Je suis convaincu. Je trouve qu'il s'est amélioré là-bas. Il a été chercher une confiance. Puis pour Bader, en tout cas, j'ai bien aimé ça, voir ça. Mais pour certains, comme AJ Mickey, comme AJ Mickey, le up-and-comer, il n'a pas besoin du UFC. Il fait beaucoup de sous. Pitbull n'a pas besoin du UFC. Mais moi, je pense que ça fait à un moment donné, comme Michael Chandler, qui n'avait pas besoin du UFC, il était déjà millionnaire. Mais il est venu au UFC juste pour se prouver. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que parce que je m'en ai. Ben, écoute, tu réponds quand même. Tu sais, il existe un système de promotion d'arts martiaux mixtes, puis Bellator, tu sais, parce que ça m'emmène à mon autre question. Qu'est-ce qui fait que ça vit encore? Parce que, écoute, là, l'UFC, tu sais, il n'y a pas de comparable à faire en termes de vente de pay-per-view, en termes d'assiduité, en termes de fight pass, en termes de tout ce que tu voudras. Qu'est-ce qui fait que ça vit encore? Pourquoi ça existe? Pourquoi que Dana l'a pas soit acheté ou que ça n'a pas fermé parce que ça vient pas à bout d'arriver contre le rouleau compresseur UFC, selon toi? Premièrement, parce que Dana, il s'en fout pas mal du Bellator. Ça nuit pas à ses affaires. Au contraire, je pense qu'il y a des gars qui montent là-bas puis qu'après, ils s'en viennent vers le club école un peu pour Dana, là, d'une manière. Ben pour moi, le Bellator, c'est un peu plus qu'un club école. Là. Ouais, non, c'était pas péjoratif. En termes de hockey, c'est pas la AHL, c'est la KHL. Tu sais,
c'est pas mineur. Pour moi, c'est un circuit professionnel, là, légitime. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu sais, pour moi, les circuits mineurs, c'est plus LFA, Cage Rage. Présentement, pour moi, il y a 3 circuits professionnels majeurs. Il y en a qui vont graisser des dents dans le chat, mais bon. UFC, Bellator, puis One Championship. Pour moi, c'est les majeurs. Parlez-moi pas de PFL, là. PFL, là. Pour moi, c'est un produit très, très, très mineur. Puis là, t'as-tu... est-ce qu'il y a... premièrement, Wawa Tatawa, il y avait une question pour toi. Est-ce que Machida est encore au Bellator? Je le connais pas, moi. Oui, Lyo Machida, il est encore là. Il est 6e dans les light heavyweight. OK. À la fin de sa carrière, mais encore là, un combat de Machida, moi, là, en tant que fan de MMA, là, je cracherai pas là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Il y a toujours intéressant. Il y a eu une belle run au UFC, puis il y a une belle run, une belle fin de run au Bellator aussi. Puis là, est-ce qu'il s'en vient, avant qu'on passe à Steve, est-ce qu'il s'en vient des événements notoires du côté de Bellator? Il y a tellement d'affaires qui s'en viennent à la boxe, c'est épouvantable. Ouais. Mais, du coup, puis au UFC, le gros événement, là, évidemment, là, c'est vendredi prochain. Puis heureux, ça, c'est intelligent. Tu vois, là, le Bellator, il n'essaye pas de jouer au plus gros. Non, Ils disent eux autres mêmes qui sont les numéros 2. Puis moi, je trouve que c'est correct de faire ça. Sais-tu quoi? Leurs pay-per-view sont le vendredi. Non, c'est ça. C'est brillant, je veux dire. C'est pas... je veux dire, c'est une tarte, puis t'es mieux de chacun manger ta pointe que si t'as pas les ressources pour essayer d'aller chercher ça, la pointe à Dana, ben mange la tienne. Ça me fait penser... J'étais un amateur de vieilles annonces, puis j'avais pogné ça sur YouTube. Il y avait une mayonnaise au Québec qui disait « Nous sommes la 3e meilleure mayonnaise. » Ça, c'est... En vente, c'est pas l'idéal, mais ouais, Steve, vas-y. Ouais, là, Barbu, avant que tu finisses, là, moi, je veux des nouvelles de Johan Lainez, parce que lui, dans 3 semaines, il est au UFC. Comment ça va, ses affaires? On le sait-tu? Oui, on le sait, ça va bien, bon camp d'entraînement, mais lui, son problème, c'est tu sais quoi? Puis je suis dans le chat, ils vont être d'accord, là, son problème, là, c'est quand il arrive dans la cage, là, et qu'il est excité. Moi, je l'aime beaucoup, il est très dangereux. C'est une bête, c'est un monstre. Dans une cage, il peut faire mal. Il peut vraiment t'assommer, c'est une bête. Mais, ce qui me fait peur, c'est que son niveau d'intensité, là, j'ai rarement vu ça. Puis là, je te parle boxe, MMA, lightweight, kickboxing, lutte professionnelle. J'ai rarement vu ça. Un niveau d'intensité comme lui, là. Puis, au niveau mineur, tu peux jouer plus facilement avec ça, mais au niveau professionnel, comme lui s'en va, là, il va peut-être... Ouais, parce que là, Gabriel Green va l'attendre, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis, il faut savoir une chose. C'est pas le gars qui a la meilleure défensive au monde. C'est un gars qui se bat, les 2 bras, tout grand ouvert, puis il fait ça qui mieux. Mano to mano, flat foot. Le monde va l'aimer, là. C'est un crowd pleaser. Le monde va l'adorer. Il est là pour se battre. Puis lui, il est pas comme Georges Saint-Pierre à l'époque qui disait qu'il aimait pas ça se battre. Lui, il aime ça se battre. Bon. Hey, c'est en train de devenir vraiment le Easter egg, tu sais. La petite pointe à GSP dans chaque épisode. Mais là, on va changer un peu parce que, écoute, c'est assez, Steve, on va aller en parler tout de suite après le petit donut, mais c'est assez épeurant tout ce qui s'en vient comme gala de boxe là, dans les prochaines semaines. C'est capoté, là. C'est capoté. J'ai hâte qu'on en parle, puis cherchez-moi pas samedi. Bon, ben écoute, tout de suite après ça, on n'est pas samedi, fait que tu vas nous en parler. Fait que là, t'as parlé de samedi, mais t'as parlé... J'aimerais ça qu'on... Ben, écoute, je vais te laisser aller parce que, tu sais, je pense qu'on aurait pu faire tout le show, en fait, en boxe avec toutes les cartes qui s'en viennent, les combats majeurs, puis les ceintures en jeu, puis tout ça. Je te laisse le plancher, je te laisse le tapis, mon cher Steve. C'est samedi, boys. Ça va être épique.
un combat de boxe dans peu tradition, 2 athlètes incroyables. Triple J contre Murata pour le championnat IBF, IBO puis de la WBF des poids moyens. Si vous avez un combat de boxe à voir, là, c'est celui-là. Ça va faire des flémèches. Ça va être assez cinglé, merci, effectivement. Ça va être cinglé parce qu'on a 2 gars qui sont là puis qui c'est vraiment pas des pieds de céleri. Tu sais, à la boxe, on a souvent des combats que tu sais, un Canelo qui va boxer, puis on le sait que Canelo va gagner. Là, je suis pas capable de vous dire qui va prendre ce combat-là. Puis pourtant, là, la logique me dirait, vas-y avec Golovkin. Mais non, je suis pas capable de me dire, suis la logique des choses, parce que Golovkin, là, lui, il a tout à perdre ce soir-là. Ben, c'est là que je m'en allais, tu sais. C'est déjà annoncé qu'il va y avoir un combat, s'il gagne, qu'un combat pour compléter la trilogie avec Canelo Alvarez. Mais imaginez 2 secondes là, si Murata remporte le match. Il n'y en aura pas là, de Triple G contre Canelo 3. Là. C'est des millions et des millions que Canelo, pas Canelo, mais que Triple G va voir s'envoler. Là. Puis, comble de malheur, à une couple de jours du combat, là, le clan Canelo a annoncé aujourd'hui qu'advenait une défaite de Triple G, que Canelo va envoyer une invitation soit à Joe Smith Jr. ou bien au boxeur montréalais d'origine russe, Arthur Beterbiev. Ouais, c'est vraiment... Le combat Murata-Golovkin, de ce que j'en ai lu, là, puis je prétends vraiment pas en savoir autant que toi, mais c'est que c'est comme un domino qui va en faire tomber un paquet d'autres, dépendamment de comment ça se termine. C'est pas plus dur. C'est en plein ça! Parce que, tu sais, il n'y a pas personne qui serait fâché de voir un Beterbiev contre Canelo, là, à un moment donné, là. Mais il n'y a pas personne qui va être fâché de voir Triple G, par exemple, défaire Murata, puis continuer, parce que qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il reste, à part, à part de compléter la trilogie, qu'est-ce qu'il reste à Triple G? Il se bat pourquoi? Son legacy, il s'est déjà fait. Écoute, fait que ça va être hyper intéressant, parce que le 3e combat, il serait Triple G Canelo, ça serait intéressant aussi, là. C'est ça. Il n'y a pas de scénario moins le fun. Non, c'est ça. C'est en plein ça. Triple G gagne, t'as la trilogie avec Canelo. Triple G perd, t'as Canelo, peut-être Canelo Beterbiev. Moi, j'aimerais encore mieux voir Canelo contre Joe Smith Jr. Ouais, Joe Smith Jr. aussi. C'est comme un rendez-vous obligé, ça. Il faut que ça arrive éventuellement. Barbu, tu voulais dire de quoi? Ouais, Triple G, il continue à se battre. C'est bien simple. C'est niaiseux, là, mais c'est ça, là. Parce que c'est un boxeur. Ouais, non, je comprends. C'est un vrai boxeur. Ouais. Mais tout ça, on parle de toutes ces possibilités-là, là. Sais-tu quoi? Colin, ça fait du bien à la boxe. Puis moi, là, c'est rare, là, mais ça m'excite, ces combats-là. Ben non, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je me considère, mettons 0 à 10. Puis je compare avec UFC, puis c'est pas l'idée de comparer, là, c'est juste pour vous dire d'où je viens. Là. Je suis 6-7 sur 10 UFC. Je suis 8-9 sur 10 pour la boxe. OK? Mais je vais tomber 8-9 sur 10 d'un combat de UFC qui équivaudrait à Triple G Murata, tu comprends? Ce qui est le fun de regarder des sports de combat, c'est les match-ups. C'est juste ça qu'on attend tout le temps. Parce que, ben oui, il y en a des combats, des affrontements pour biffer des fiches puis tout le kit. Puis, tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix à un moment donné d'avoir le contender qui veut se battre contre le gars qui a la belt ou, tu sais, qui est plus ranké plus haut que lui. Puis c'est ça qui fait changer des affaires. Mais, tu sais, tu pognes un Canelo contre Tartampion, Gariepi, tu sais, ben oui, c'est cool de le voir, Canelo. Mais là, c'est qu'il y en a plein de mêmes qui s'en viennent. Tu sais, il y en a un paquet, ça va être hyper intéressant. Bivol, puis ben, c'est justement, là, Martin, tu parles de Bivol. Canelo a refusé vendredi un catchweight. Donc, le combat, il y avait une possibilité que le combat Bivol puis Canelo se passe à 171 livres. Puis Canelo, il a refusé en disant que lui, il veut le meilleur Dimitri Bivol. Fait qu'il veut à 175 livres. Il a refusé. Puis pourtant, là, à 171, là, ça l'avantageait Canelo Alvarez, là.
Mais lui, il veut pas parce qu'il est convaincu qu'il peut battre Bivol au meilleur, à son poids de normal, qui est au 175 livres. Canelo, il se la fait pas facile, puis on dirait qu'il... Ben, c'est comme un peu dans le sens où Barbu s'en allait tout à l'heure. Tu sais, c'est un boxer's boxer. Tu sais, il veut rien voler. Il veut que toutes les circonstances soient en place pour que ce soit une victoire, tu sais, qu'il n'y ait aucun doute, que personne puisse dire, ils l'ont fait catchweight finalement. Non, tu sais, garde, on reste dans les paramètres. Tu sais, il y en a des de même, tu sais, je veux dire, de toute façon, là. Oui, c'est le fun, l'argent, puis Yvon Deschamps l'a dit, il vaut mieux être riche en santé que pauvre et malade. Là. Mais voilà. Tu sais, Canelo, là, il y en a à plus savoir quoi faire avec. Là, il sait plus quoi faire avec. Puis ce qui va être encore plus intéressant pour Bivol puis Canelo, là, j'ai fouillé un peu, puis ça m'a surpris. J'ai appris que quand Bivol s'est battu contre Jean Pascal, ce soir-là, il a embarqué dans le ring à 179 livres. Lui, là, à 175, il fait pas de déshydratation, puis il se prive pas de manger. Fait qu'on va vraiment avoir le meilleur Bivol contre le meilleur Canelo ce soir-là. Ça va être incroyable. Ouais, ça va être un autre méchant combat, ça, Barbu. Les gars, 4 livres, là, on va être honnête, là, je sais pas, ça fait-tu une si grande différence que ça? Moi, je pense que c'est dans le confort du gars. C'est plus ça que ça fait-tu plus fort, là. C'est le niveau de confort de l'athlète, tu sais, à pas avoir à les perdre, ces 4 livres-là, ou à les avoir ses épaules quand la cloche sonne, tu sais. Mais c'est... Écoute, puis là, il y a des plus... Tu sais, il y a du monde bien plus versé que moi qui pourrait t'en parler bien plus intelligemment. Mais moi, c'est toujours un peu comme ça que j'ai perçu la chose. C'est pas comme McGregor qui drop ou qui va 2 classes plus haut, là. Tu sais, là, tu charries du stock de plus. Tu sais, c'est un peu différent, mais puis il y a le legacy, tu sais, regarde, c'était pas catchweight, c'était 175. T'sais, lui, il gagne, il va le dire. Il me l'a offert, puis j'ai dit non, tu sais. C'est une question d'honneur, je pense, aussi là-dedans, là, de respecter. Plus ça, hein? Plus que le poids, là, j'imagine, là. Ben, ça dépend. Oui. Plus le range est grand, plus ça peut faire une différence. Ça, c'est sûr, là. Hey, moi, quand j'ai vu McGregor embarquer sa pesée, qui avait l'air d'un parrainé un fighter de vision mondiale UFC, ça n'avait aucun sens, là. Ça avait pas l'air très santé, là. Non. Ben, Ouellet contre Alicine dans le temps. Quand tu parles d'affaires insensées, là, Fury puis White, les boys qui s'en viennent, qui vont se battre le 23 avril. Ouais. Là, il y a du monde qui sont en beau fusil. Ouais, je sais, tu voulais nous parler de ça, mais par rapport au combat, pas à sous-carte, là, parce que tu vas nous parler de la sous-carte aussi, je pense, là, c'est ça? Ben, c'est ça. Là, le monde est fâché, pas parce que le Wembley Stadium va être plein pour voir Tyson Fury contre Dillian Whyte. Non. Le monde sont fâchés à cause de la sous-carte qui a été dévoilée. Parce que le problème, c'est que Tommy Fury, il a été annoncé pour se battre cette soirée-là. Lui, là, Tommy Fury, c'est le demi-frère de Tyson Fury. C'est sûrement le cruiserweight le plus overrated parce qu'il s'appelle Fury. Pour vous donner une idée, là, lui, il a une fiche de 7 victoires à la boxe. Si on prend les fiches de ses adversaires, là, de ses 7 combats, ça fait un total de 14 victoires et 175 revers. Oh! Fait que là, le monde chiale parce qu'il y aurait du népotisme et du favoritisme et... mais regarde, là, on en parle tout le temps dans le Coréron, là. Tu sais, Rey Mysterio, il a bien eu un contrat pour son gars. Tu sais, c'est un peu... c'est clair. Puis le pire, là, c'est que là, ça s'est sorti partout pour Tommy Fury. C'est qu'à son premier combat, là, tout le monde s'attendait qu'il gagne par KO, mais non, il est allé à la limite, puis son adversaire avait une fiche de 10 victoires et 102 défaites. Et ce gars-là va aller boxer dans un stade bien plein. Hey. Tommy Fury, l'homme qui est même pas capable de battre un œuf. Ça ressemble à ça pas mal. Hey, une autre nouvelle de boxe, les boys, que je veux vous partager. La date est confirmée pour le prochain combat de David Lemieux. L'endroit est aussi confirmé. Donc, David Lemieux devrait, puis là, je vais dire devrait, puis je vais vous expliquer pourquoi je dis devrait, se battre contre l'Américain David Benavidez le 21 mai prochain
au Gila River Arena à Glendale, aux États-Unis, devant les caméras du réseau Showtime. Puis, je dis devrait, là, c'est que, premièrement, là, David Lemieux, lui, c'est un gars qui a connu plusieurs blessures en camp d'entraînement. On se rappelle que David Lemieux, c'est un gars qui a eu des problèmes de poids dans le passé. C'est arrivé que les matchs soient annulés. Mais là, son adversaire, là, ça complique les affaires pas mal. Parce qu'on va se le dire, là, David Benavidez, c'est un excellent boxeur. Il est devenu, le 8 septembre 2017, le plus jeune boxeur champion de l'histoire des super moyens. Il avait juste 20 ans. C'est incroyable, ce gars-là, comment il est bon, mais il y a une collection de controverses qui est assez spéciale, puis c'est pour ça que je dis devrait. Lui, quand il a signé avec Top Rank, là, il a trouvé le moyen de se pogner avec Top Rank. Il a fallu qu'il rembourse son bonus de signature de 250 000. En septembre 2018, ça lui a encore coûté plus cher parce qu'il a échoué un contrôle de dopage. Il a testé positif à la cocaïne. Oups. Il est revenu champion en août 2019 en battant Anthony Durrell, mais il a perdu sa ceinture parce qu'il n'a pas été capable de faire le poids la veille de son match contre Alexis Ngojo en août 2020. Puis malgré ça, le réseau Showtime, il fait confiance, puis ils s'en vont pour être champion intérimaire entre lui et David Lemieux. J'espère qu'on va avoir un combat ce soir-là, puis que les deux vont éviter les problèmes. T'es en train de me dire qu'il a défendu, il était supposé de défendre son titre, puis il n'a pas fait le poids? Il n'a pas fait le poids. Jamais entendu parler de ça de ma vie. Ouais. Jamais vu ça. Fait qu'il a gagné, mais vu qu'il faisait pas le poids, la ceinture est tombée vacante. Mais trêve de plaisanterie, j'espère que ça va se matérialiser parce que ça va être un combat très intéressant. Oui, ben ça va être intéressant, mais il y a un gros problème. David Lemieux, là, c'est un petit 168 livres, là. David, il a 67 pouces de portée, puis Benavidez, il en a 70, puis il mesure 6 pieds 1, puis Lemieux en fait 5 pieds 9. Il est mieux d'être prêt à se faire jabber la face bien solide cette soirée-là. Mais là, si on regarde ça, plus grand angle, là, t'en as fait état un petit peu tantôt, Steve, là, tu sais, David Lemieux, son parcours, là, on va appeler ça comme ça, puis il y a eu quelques embûches ici et là, puis tu sais, à un moment donné, je me souviens qu'il faisait la tournée des médias, puis il avait parlé qu'il avait changé son entourage, là, la bonne vieille cassette là, habituelle, puis tout. C'est quoi? Parce que c'est clair que ce gars-là peut farmer les lumières. Ça, là-dessus, il l'a prouvé. La force de frappe, il l'a. Il y a ce qu'il faut. Là, après ça, il y avait discipline, rigueur au travail, tu sais, appelle ça, mettre ses bottes de travail, puis rouler ses manches, puis tout. Il y en a qui ont questionné ça, parce que c'est un gars talentueux, il n'y a aucun doute. Tout ça. Là, si tu l'ascales, là? Écoute, si David Lemieux se fait knocker, ça ira pas bien. Si c'est une grosse défaite, un peu comme qu'il y a eu contre Billy Joe Saunders, là. Ouais, ben c'est ça, là. Ça va être terminé. Ça va être terminé pour David. Il va tout le temps avoir des possibilités de combat au casino, des affaires de même. Mais tu sais, David Lemieux, s'il veut être honnête envers lui-même, c'est pas se battre au casino qui non. Tu veux aller te battre au Madison Square Garden, puis tu veux faire la grosse pièce, surtout dans les 160 puis 168 livres, là. Si t'as un talent incroyable, puis une discipline, puis tout. Parce qu'à la boxe, là, c'est un des problèmes. Ben, c'est pas un problème, c'est un beau problème. Tu peux pas tricher. Ben. Si t'es supposé de le courir, tu peux prendre des substances. Non, mais si t'es supposé de courir ton 10 km dans ton entraînement, mais t'en fais juste 8 en disant, on va prendre des shortcuts. Le soir du match, ça va traiter. Non, ben, vas-y, Barbu. On l'a très bien vu, d'ailleurs, avec la carrière d'un gars que j'ai adoré, là. Stéphane Ouellet. Ben, Stéphane a tellement triché entre les combats. Je m'en vais là, tu sais. C'est que, en fait, tu sais, comment je te dirais ça? C'est toujours le même comparatif, tu sais. L'analogie est vieille comme le monde, puis, tu sais, galvaudée, mais.
sais, c'est Crosby, le dernier qui sort de la glace. C'était Gretzky aussi. Tu sais, je veux dire, c'était les plus talentueux, mais c'était aussi les plus travaillants. Puis là, je veux pas que le monde dise « Hey, Godette, tu compares Gretzky puis le mieux. » Non, on parle de... C'est une allégorie pour exposer un point de vue. C'est-à-dire que, tu sais, ça arrive souvent dans plein de disciplines, là, j'ai pris le hockey, mais que, tu sais, même les plus talentueux ne se fient pas que sur leur talent, tu sais. Puis là, ben, des athlètes comme Ouellette, comme peut-être le mieux, qui a eu une période plus difficile, tu sais, j'ai pas le feeling, puis là, hey, c'est archi mon ressenti, là. Mais tu sais, Jean-Pascal, on lui a reproché plein d'affaires, mais je suis certain qu'il trempe à la verte à toutes les fois qu'il va dans le gym, tu sais. C'est clair. Tu comprends-tu? Puis les raisons pour lesquelles il a gagné des combats, des mains cassées, des nez cassés, qu'il a livré des guerres de fous avec un paquet de gars rankés top 10, c'est ça. C'est là que t'as avoué la crème. C'est là que t'as avoué la différence. Puis tu sais, il y en a des athlètes dans plein de disciplines que, tu sais, je veux dire, ils sont fiés beaucoup sur leur talent. Puis à un moment donné, ben, regarde, Chris, on parle du Tyson Douglas, là. Tu sais, je veux dire, là. C'est ça. Un autre exemple de gars qui Éric Lucas, un talent correct sans plus. Non, c'est un travaillant. Il a emmené ça à un autre niveau. Oh ouais, c'est un overachiever incroyable. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a maximisé les outils qu'il avait, puis là-dedans, il y en avait un qui c'était de travailler comme un fou, tu sais, c'est clair. Au plafond. Il a emmené ça au plus haut qu'il pouvait. Ah non. Je suis persuadé. Regardez, vous parlez de gars qui ont travaillé, puis tout, puis ça tombe bien. Moi, je fais des liens avec ça. Ah oui, donc. Fais-nous un beau lien, là, mon un des corner. Gars là, qui avait un de nos boxeurs qui avait un talent correct, mais qu'en travaillant au gym de façon acharnée, ça a payé. Puis quand il s'est assis un peu sur sa gloire, ça n'a pas bien été. Ben lui, il a annoncé son retour cette semaine. C'est Eleider Storm Alvarez qui, après 2 ans, après son dernier combat contre Joe Smith, va être dans le ring du Casino de Montréal le 5 mai prochain. Alvarez est rendu à 38 ans. Il est plus capable d'être chez les mi-lourds. Donc, son retour, il le fait chez les lourds légers à 200 livres. Il se battait à 175 avant. De son propre aveu, là, il mentionne que la perte de poids s'était rendu un calvaire pour lui, puis qu'il se sentait épuisé, qu'il se sentait plus en forme, parce que, écoute, il fallait qu'il perde entre 30 et 40 livres pour faire le 175. Là. Hey, mais avant que tu jumpes sur Alvarez, là, parce qu'on a Ouattatatawa. Bon, je suis plus capable de le dire, je l'avais. Ouattatatawa. Oui, voilà. Sa prédiction dans Benavidez, le mieux contre Benavidez, c'est knockout, victoire de Benavidez par KO au 3e round. Et tu as répondu pareil. Oui. C'est ça ta prédiction. Moi, j'hésitais entre le 2e et le 3e. 2e, ah ouais. Hein? Benavidez, c'est vraiment un talent qui est assez incroyable. Okay. Tu sais, avoir de l'argent, Martin, là, je paierais sur le mieux parce qu'il va être payant. Ben oui, non, c'est bien sûr. Là. En tout cas. Mais, pour revenir à Alvarez, il continue à s'entraîner encore avec Stéphane Larouche. Puis Larouche puis son promoteur Yvon Michel, eux autres sont persuadés que c'était la seule option qui restait pour Alvarez s'il voulait remonter dans le ring, c'était de faire le saut chez les lots légers là, à 200 livres parce que sinon il n'était pas capable de se concentrer puis de se préparer pour se battre. Là. Ben, tu sais, Barbu, tu sais, on parlait du trop grand nombre de catégories de poids la semaine passée. Tu sais, si ça a un seul avantage, on en a peut-être un exemple là. Tu sais, Alvarez qui se battait à 175, il fallait qu'il cote sans bon sens. Puis ça affectait. Sauf que là, tu sais, il y a quand même une marge de 200 à 175 là, même si tu réhydrates puis tout là, tu sais, il rentrera pas dans le ring à 230 là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est peut-être la seule affaire qui pourrait expliquer / justifier ça, mais même encore, tu sais, le problème demeure le même. Puis là, c'est quoi, là, dans le fond, Alvarez au casino, ça va être un stepping stone, là, on se remet en shape puis tout, là, j'imagine. On se remet en shape parce que Alvarez, là, son plan, puis c'est connu,
ça va être de remonter dans le ring le 13 août. Puis je vous explique, les boys, Oscar Rivas, le champion du monde de la WBC des Bridgerweight, c'est les moins de c'est entre 200 et 225 livres. C'est rendu mélangeant, ça. Ouais. Lui, il boxe à Cali, en Colombie, le 13 août. Parce que Rivas, c'est un Colombien, puis Alvarez aussi. Alvarez veut être sur cette carte-là. Ah, pour vous donner une idée, les gars, là, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était assez incroyable. On pensait que nous autres, que Lucien Buté était populaire ici. Rivas, ça a l'air qu'ils ne savent même pas s'il va pouvoir aller à la conférence de presse en Colombie tellement qu'il est populaire. Ah ouais. Mais je retiens d'autres choses de ce que tu dis, c'est que si Eleider veut que ça se passe, tout ça, faut qu'il l'assomme. Ça prend de quoi de très décisif, là. Ça prend de quoi de décisif. Ça peut pas... faut qu'il fasse un show, là, Barbu. Alvarez, Steve, ma question. Alvarez, là, c'est-tu pour l'amour du sport qu'il revient? Ou c'est parce qu'il a faim? Moi, je pense un peu des deux. Il veut se prouver qu'il est encore capable un peu, puis le gars, il aime la boxe. C'est des gars qui n'ont pas de plan B. Hein. Tu sais, les autres sont partis de Colombie, là, Rivas et Alvarez. Ils ont resté ensemble un bout. Quand ils ont eu assez d'argent, ils ont fait dîner leur famille. Tu sais, ça paraît pas, là, mais Alvarez a été capable de faire venir ses enfants puis sa femme de la Colombie après sa victoire contre Kovalev. Avant ça, il voyait sa famille un mois par année. Quand il retournait en Colombie. Magique. Puis à un moment donné, en entrevue, il était content parce qu'il disait qu'en venant boxer ici, il était capable de faire vivre là-bas puis d'envoyer sa petite fille à l'école. Ah non, c'est c'est une réalité, mais complètement différente. Tu sais, quand tu poses cette question-là, Barbu, tu dis, c'est-tu parce qu'il a faim? Il y en a que c'est littéralement ça, là. C'est pour faire manger du monde, là. Tu sais? Oui. C'est pas juste une affaire de... Ben non, puis écoute, tu sais, je veux dire, Eleider Alvarez, là, ça a été un prospect longtemps, ça a été un des joyaux d'Yvon Michel, puis tout ça, puis Stéphane s'en occupe, puis tout. Puis là, ben, à un moment donné, sa chaîne, elle a débarqué. Puis là, ben, tu sais, moi, je trouve ça legit quand même. Je trouve ça intéressant, tu sais, que le gars veut faire un retour, si t'es prêt à faire les efforts, puis tout. Puis qu'après ça, ben... ça culmine en un combat à saveur locale contre une pointure comme Rivas, il passe à la banque, puis tu sais, personne se fait mal, puis que, tu sais, je veux dire, Régis, il l'a assez dit, là, tu sais, la meilleure affaire à promoter, c'est des combats locaux, puis tu sais, puis s'il est capable de scorer assez huge pour que Rivas il donne une passe aussi, là, tu sais, parce que là, je veux dire, tu peux pas aller à l'encontre, tu sais, il faudrait qu'il finisse par se classer quelque part, là, ils diront pas, OK, ça va être lui, c'est mon body, là, pas de même ça marche, je prendrai pas place nécessairement aux autres, Barbu, vas-y. Ouais, ben ça, c'est le genre, justement, de combat que Feu Régis Lévesque aurait aimé organiser, clairement, puis il aurait pu avoir un beau Cadillac rose après. Absolument, absolument. Puis écoute, tu sais, on aurait beau dire, on approche de l'heure, les boys, mais tu sais, on aurait beau dire, tu sais, écoute, Cusson, Di Mello dans les années 80, tu sais, tout ça. L'ouragan. Oui, tu sais, cette époque-là, c'était une époque faste de la boxe québécoise parce que les gars, tu sais, Steve, veut dire, on en a parlé avec Paul Dubé aussi dans le temps, tu sais, je veux dire, tout le monde avait une possibilité éventuel de figurer sur ces cartes-là, tu sais, puis c'est pas sans rappeler, évidemment, ce que les initiatives d'Eye of the Tiger puis d'Yvon Michel non plus, là. Je suis pas en train de dire que c'était mieux nécessairement dans le temps, mais tu sais, faut qu'il y ait un outlet, ces gars-là, puis ces filles-là, à cette heure. Faut qu'il y ait un outlet pour aller performer, pour s'entraîner en fonction de quelque chose, tu sais, parce que imagine-toi, Leider, là, il n'y aurait pas la possibilité de le faire, le casino, puis il n'y aurait pas des Yvon Michel, puis des Larouche, puis des Ramsey, puis des Eye of the Tiger, puis Camille Stéphane, tout ça, ben, tu peux pas t'entraîner, man, à l'année longue de même sans savoir, tu sais, la future carotte. Fait que, tu sais, juste déjà ça, il y a une noblesse là-dedans de tenir ces événements-là. Puis, regarde, nous autres, on est bien contents parce que là, dans l'Ordre du guerrier, on en parle. Puis Steve nous fait des rapports. Puis, je parle de boxe spécifiquement parce qu'il y a aussi une toute autre bébite, là. Mais, non, ça va. Écoute, moi, je me souviens pas, Steve. Je sais que tu suis ça plus que moi, puis depuis plus longtemps, là. Mais je me rappelle pas d'avoir autant de combats d'importance dans un frame, un laps de temps aussi serré,
J'ai pas de souvenir de ça. D'habitude, on attendait toujours le gros gala, qui aurait le gros combat, qu'on hypait pendant 3 mois, puis là, on arrivait au pay-per-view pour s'en aller à la cage ou whatever. Là, il y en a, c'est bing, bang, bang, bing, bang, bang. Il va en avoir, écoute, à partir de la fin de semaine prochaine, ça n'arrêtera pas. Hey, puis il m'en reste un autre, là. Ben, vas-y. Moi, les boys, là, cette semaine, sur les réseaux sociaux, je suis Kim Clavel. Ouais. Kim a participé l'année passée à une émission de télé-réalité qui s'appelle Big Brother. Oui. Kim Clavel a fait des sous à Big Brother, a mis cet argent-là de côté parce que le 21 avril, elle est en combat de championnat du monde au Casino de Montréal et elle est en camp d'entraînement, un super bon camp. Elle est partie avec son équipe d'entraîneurs, elle est au Mexique, elle est en train de s'entraîner comme une folle. Elle va arriver au Casino de Montréal, le couteau entre les dents. Puis s'il y a bien une petite fille, puis je vais dire une petite fille parce qu'il mesure 5 pieds 1, que j'ai hâte de voir boxer, puis j'espère que je vais la voir avec une ceinture de championne du monde, c'est bien Kim Clavel. Kim Clavel, là, pendant la pandémie, là, a laissé ses gants de boxe de côté, a remis son soupe d'infirmière, puis est allé faire une différence. Je pense que le Québec, on doit bien ça à Kim Clavel, d'être en arrière de elle le 21 avril au Casino. Puis je pense que sa victoire, ça va être un peu la victoire de tous les amateurs de boxe au Québec. Les amateurs de boxe, puis tu sais, il y a une symbolique beaucoup là-dedans aussi. Je pense les travailleurs de la santé. Tu sais, j'espère que il va y avoir un gros contingent de ses collègues, puis tu sais que ça va. Écoute, c'est pas rien. Il y a elle que je pense, puis dans un autre sport, Duvernay-Tardif qui a fait la même affaire aussi, là, qui ont mis de côté un petit peu leur carrière, leurs aspirations pour aller donner un coup de main. Fait qu'écoute, moi aussi, puis moi je l'ai rencontré une fois, pas dans notre ancienne vie, parce que si tu te rappelles, Steve, on avait eu la chance de s'entretenir avec Marie-Ève Dicker, avec Marie-Pierre Roule, avec Léla Baudouin, avec un paquet d'athlètes. Mais Kim, je l'ai rencontré, puis là, vraiment, je m'en veux, mais j'oublie le nom du fameux entraîneur là, qui s'occupait du club de boxe qui est décédé il y a 2 ans. Là. Son nom m'échappe, mais j'avais rencontré tout le monde. Là, j'étais allé avec Paul Dupé. C'est pas Cherry? Non. C'est parce que je veux le nommer. Là. C'est un bienfaiteur de la boxe, un entraîneur qui a entraîné pendant 40-50 ans. Puis là, c'est parce que je veux dire son nom. Là, les experts savent exactement de qui je parle. Yvon Michel était là, Stéphane Larouche, Jean Pascal. Il me semble même que Lucien Boutet était passé. Je pense qu'il était au Québec puis tout ça. Fait que là, ça fait exprès. Là, je me souviens pas de son nom, je m'en veux. Mais puis je l'avais rencontré là, Kim. Puis c'est vrai que c'est spécial là, parce que moi j'ai pas de grosse stature là, puis c'est ça là, mais elle est pas petite là, elle est pas frêle là, tu sais, tu peux t'en faire avec un athlète là. Tu sais, écoute, là, mais super gentil, super cool. J'avais parlé d'éventuellement venir nous voir dans le show qu'on avait avant. Puis tout ça, mais non, c'est vraiment sympathique. Puis justement, tu sais, c'est le fun, les Conor McGregor. C'est le fun, les Conor McGregor. C'est ça, mais c'est le fun, ces athlètes-là. C'est cool, tu sais, puis c'est plus grand que nature, puis tout. Mais c'est cool aussi quand c'est du monde, entre guillemets, comme nous autres, là, qui sont accessibles, là, qui sont pas juste sur des billboards sur le bord de l'autoroute, puis qu'on peut regarder performer comme ça, puis être fier parce qu'ils viennent de chez nous. Moi, je dis souvent que c'est un peu du monde du peuple. Ben, Kim, là, c'est ça. Kim, là, ça se peut que tu voix à l'épicerie. Ça se peut, à un moment donné, que tu ailles manger au restaurant avec ta blonde puis qu'elle soit là. Non, c'est ça. Envoyez un petit sourire, une petite photo si c'est possible, mais c'est du monde de même qui font tellement du bien à la boxe, au hockey. Moi, je pourrais en parler longtemps de ces athlètes-là, puis c'est des vrais athlètes. Tu sais, c'est du monde là, qui, à soir, c'est eux autres qui l'ont fait le souper. Ils n'ont pas levé le petit doigt ou sonné une cloche. Là. Non, c'est pas de même que ça marche. Ouais, c'est ça. Ça confère un caractère encore plus... ça nous interpelle encore plus parce que, tu sais, ils font toutes ces affaires incroyables-là avec le même rythme de vie dont nous autres, on se lamente, tu sais. C'est ça. En plein ça. Fait que,
Fait que, ben là, c'est pas que je veux me lamenter, les boys, mais écoute, comme toujours, hein, le temps passe vite en bonne compagnie. Merci à ceux qui sont avec nous, bien sûr, sur Twitch en ce moment. Ceux qui nous écoutent également en podcast. Je vous rappelle que si ça vous adonne, donnez un petit follow. Tout simplement vous rendre sur la page Facebook L'Art du Guerrier. On s'approche, en fait, la semaine prochaine. Ça va être notre 10e épisode. On va avoir des résultats aussi de ce qui s'en vient en fin de semaine. Fait que c'est super intéressant. Puis là, ben écoute, ça doit être parce qu'on a parti ça, les boys, là, tous les gars-là de même, ils se sont dit, ben là, ça a l'air qu'il se passe un petit podcast au Québec, là, on va en booker, ça va lui faire du matériel pour pouvoir jaser de ça, mais garde, une semaine à la fois, merci à ceux qui sont du rendez-vous, peu importe que vous soyez sur Twitch ou sur les différentes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes sur Facebook, la page très facile à trouver, L'Art du Guerrier. Ne me reste qu'à vous souhaiter, cher Barbu, je te souhaite une excellente semaine. Je sais que tu, avec l'arrivée du temps doux aussi, tu es un papa très sportif, alors beaucoup de sport dans ta progéniture, alors je sais que tu te fais aller pas mal là-dessus. Fait que puis là, ben toi, Sauvé, là, tu nous écœures tout le temps, ordonne aussi là, que tu t'en vas dans le sud ou je sais pas trop, là. Ouais, je m'en vais en camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Ben oui. Fait que, écoute, merci à tout le monde. Merci d'être des nôtres. On lâche pas, nous autres. On va tous suivre ça. Puis on va être là encore une fois la semaine prochaine pour vous présenter à nouveau pour une, j'ai dit quoi, 10e fois? 10e. L'Art du Guerrier. Salut les boys. Salut.